En 1994, une découverte a été faite sur une colline isolée en Turquie. Ce qui a été trouvé ne devrait pas exister, pas selon tout ce que vous avez appris sur l'histoire. Cette découverte était 11 600 ans plus ancienne que les pyramides. Pour mettre en perspective, les pyramides ont été construites il y a 4 500 ans. Göbekli Tepe est plus ancienne que les pyramides d'un facteur de 2 fois et demi. Quand les Égyptiens ont commencé à penser à construire, cela faisait déjà 7000 ans que des civilisations en Turquie construisaient des temples avec une géométrie parfaite. Mais personne ne parle de cela. Et il y a une raison à cela. En 1994, l'archéologue Klaus Schmidt fouillait sur une colline sans importance à Şanlıurfa, en Turquie. Ce qu'il a trouvé n'était pas seulement faux, c'était impossible. Il a découvert plusieurs temples, des structures architecturales délibérément planifiées, des reliefs sculptés avec une précision géométrique, des preuves de communautés organisées. Et tout cela datait d'il y a 11 600 ans. Laissez-moi être clair, c'était avant les pyramides, avant l'Égypte, avant tout ce que vous avez appris. Quand Klaus Schmidt a publié ses découvertes, quelque chose d'étrange s'est produit. Ce ne fut pas célébré comme la plus grande découverte archéologique du siècle. Il a été marginalisé, ignoré, oublié. Pendant presque une décennie, Göbekli Tepe a été traité comme une curiosité. Et quand il a finalement été reconnu, ce fut comme un site rituel intéressant de chasseurs avancés. Chasseurs, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Comme si nier la civilisation était plus facile que d'admettre que tout était faux. La question à laquelle l'Académie ne pouvait pas répondre était: s'il y avait une civilisation il y a 11 600 ans en Turquie, pourquoi l'histoire a-t-elle commencé en Égypte? Mais Göbekli Tepe n'est pas un hasard isolé. La Turquie n'a pas un seul site impossible. Elle en a des dizaines. Et voici le schéma que personne ne veut reconnaître. Il y a des symboles qui apparaissent dans des reliefs, séparés par des centaines de kilomètres. Des cercles concentriques identiques, des représentations d'animaux dans des positions exactement égales. Des motifs géométriques qui se répètent non par hasard, mais par choix délibéré. Comme si quelqu'un avait créé un manuel et que ce manuel avait été suivi rigoureusement pendant des siècles. Mais ce n'est pas le pire. Le pire est que tous ces symboles apparaissent simultanément dans des sites différents, séparés par des centaines de kilomètres, des milliers d'années selon la chronologie officielle, mais avec une cohésion qui suggère une chose très spécifique: la communication, le transfert de connaissances, l'organisation centralisée. Comment cela est-il possible dans des civilisations supposément isolées? Personne ne répond à cette question. Nous sommes à Hattusa, la capitale de la civilisation hittite. Selon l'histoire officielle, ce fut un grand empire qui a vécu entre 1650 et 1180 avant Jésus-Christ. Mais voici le vrai problème. Les Hittites n'évoluent pas. Ils apparaissent sur la carte de l'histoire complètement prêts. Ingénieurs, architectes, administrateurs, guerriers, sophistiqués. Quand nous avons découvert les Hittites pour la première fois, ils avaient déjà une ingénierie défensive avancée, des systèmes administratifs complexes, une architecture structurelle impossible pour l'époque, des connaissances en métallurgie perfectionnées, des registres écrits sophistiqués. Il n'y a pas d'artefact intermédiaire, il n'y a pas de phase primitive, il n'y a pas de transition. Les Hittites apparaissent dans le registre archéologique comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur. Et tout était là, déjà fonctionnel, déjà dominant. Et personne ne peut expliquer ce qui est venu avant. Cela brise la théorie de l'évolution historique, mais l'Académie n'en parle pas. Et Yazılıkaya,
à 3 kilomètres de Hattusa, contient des reliefs de Dieu, des dizaines d'entre eux, sculptés avec une technique qui défie toute explication. Ces reliefs ont été créés au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais ils utilisent une sophistication technique qui prendrait des siècles à être développée. Quelqu'un veut-il expliquer comment une civilisation primitive avait autant de sophistication, autant d'organisation, autant d'art? Maintenant, nous sommes à Hiérapolis, une ville que l'histoire officielle décrit comme une simple station thermale romaine. Mais à l'intérieur de Hiérapolis, il existe une structure que les archéologues modernes tentent d'expliquer rationnellement. Et ils échouent. On l'appelle le plutonium, le portail vers le monde souterrain selon les anciens Grecs. Ce n'est pas de la mythologie. C'est un site réel, avec des propriétés réelles, dangereuses. De la grotte émanent des gaz volcaniques toxiques, du dioxyde de carbone concentré. Les anciens croyaient que c'était la respiration d'Hadès, le dieu des morts. Mais voici le problème. Les prêtres qui gardaient ce lieu réussissaient à entrer dans la grotte et à en sortir vivants. Comment faisaient-ils cela? Les documents anciens décrivent des rituels spécifiques, une respiration selon des cycles précis, une position corporelle exacte, des connaissances qui suggéraient une compréhension de la chimie. Aujourd'hui, toute personne qui tente d'entrer là-bas s'effondre simplement, meurt dans les vapeurs en quelques secondes. Les anciens réussissaient à survivre et à y travailler. Il y a des papyrus qui décrivent un entraînement spécifique pour les prêtres. Respiration en cycle, position corporelle exacte, comme s'il y avait une formule scientifique, une formule qui permettait d'entrer dans une zone de mort gazeuse et d'en sortir vivant. Aujourd'hui, avec toute notre science moderne, pourrions-nous reproduire cela? Personne n'a essayé. Personne n'a osé essayer. Qu'est-ce qu'ils savaient que nous avons perdu? Je vais montrer quelque chose que personne ne veut que vous voyiez, parce que cela connecte tous ces sites dans un récit qui briserait tout. Les symboles solaires à Eflatun-Penar, 1300 avant Jésus-Christ, sont identiques à ceux qui apparaissent à Hattusa. Pas semblables, identiques, mêmes angles, mêmes proportions, même intention. Les techniques d'excavation sur des falaises à Pinara, 400 avant Jésus-Christ, sont identiques à celles de sites beaucoup plus anciens. 2000 ans séparant ces sites. Mais la technique n'a pas évolué, elle n'a pas changé. Elle est restée exactement la même. Les structures de stockage d'eau à Dara utilisent exactement les mêmes principes que ceux qui apparaissent à Sagalassos. Séparés par des siècles, même ingénierie, même mathématiques, même résultats. Ce n'est pas une évolution graduelle, c'est une transmission intentionnelle, organisée, comme si un savoir était enseigné de manière stratégique et rigoureusement maintenu identique au fil des millénaires. La question que l'Académie ignore est de qui provenait ce savoir à l'origine? Qui a enseigné aux Hittites? Qui a garanti que personne ne change jamais la méthode? Qui a créé ce manuel qui a été suivi pendant 12 000 ans? Si la Turquie est le site d'une civilisation avancée, peut-être la première civilisation avancée, cela change tout, parce que cela signifie que l'histoire a commencé en Asie mineure, pas en Égypte, pas en Mésopotamie, ici, dans un endroit qui a été délibérément effacé des registres historiques. Les pyramides n'ont pas été la première œuvre monumentale. Elles ont été seulement la première que l'Égypte a réussi à reconnaître comme sienne. Quelqu'un avait déjà des connaissances en ingénierie des milliers d'années auparavant. Et cela crée une question à laquelle l'Académie ne peut pas répondre. S'il y a eu une civilisation si avancée, pourquoi a-t-elle disparu? Pourquoi aucune civilisation subséquente n'a-t-elle atteint ce niveau à nouveau pendant des milliers d'années? Quelqu'un a-t-il tué cela? Quelqu'un l'a-t-il arrêté? Mon Nemrut,
des siècles avant Jésus-Christ. Le roi Antiochos Ier n'a pas seulement décidé de construire un temple, il a décidé de construire dans un endroit impossible, une montagne, à 2150 mètres d'altitude, dans un lieu où le terrain est incliné, où la roche est friable, où même aujourd'hui il est dangereux de rester longtemps exposé au vent. Il a créé 2 terrasses et a placé 8 statues colossales de Dieu, chacune d'environ 10 mètres de haut, chacune pesant entre 50 et 70 tonnes. 8 statues de 70 tonnes chacune, disposées symétriquement sur une montagne à 2000 mètres d'altitude. Comment cela a-t-il été transporté? Officiellement, nous ne savons pas. Les archéologues décrivent cela comme un exploit exceptionnel, mais exploit exceptionnel en 100 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Que cela a pris une génération entière, que cela a coûté des milliers de vies. Mais si c'était si impossible en 100 avant Jésus-Christ, pourquoi en 2024 avons-nous des vidéos de personnes échouant à faire des choses similaires avec des machines modernes? Pourquoi avons-nous des ingénieurs modernes disant qu'il serait plus facile d'utiliser des explosifs contrôlés? Quelqu'un sait quelque chose que nous ne savons pas. Et ce roi savait. Ce roi avait accès à une technologie ou à des connaissances qui permettaient de faire des choses qui, officiellement, sont impossibles. Sagalassos, 2e siècle après Jésus-Christ. Une ville sur les pentes des monts Taurus. Rien de spécial. Mais là-bas existe une structure appelée Nymphée Antonin. Et cette structure n'a pas de sens. Elle avait un système d'approvisionnement en eau gravitaire. Ce n'est pas seulement une fontaine, c'est un système. Les sources étaient à plus de 10 km de distance. L'eau parcourait cette distance, passait par des systèmes de filtrage naturels dans des grottes souterraines et arrivait à la fontaine sans perdre de pression ni de contamination. Tout cela sans tuyauterie en plomb, sans système de pompage, sans rien d'autre que des canaux en pierre. Comment calculait-il les gradients de pente pour maintenir une pression constante sur 10 km? Comment savait-il ce qu'il faisait? Cela exigeait des mathématiques avancées, des connaissances en hydraulique, une planification de plusieurs années. Tout cela pour une fontaine, pour un édifice de luxe. Quelle civilisation gaspille une ingénierie avancée pour de la décoration? La réponse est une qui avait tellement d'ingénierie avancée qu'elle pouvait se le permettre. Ou peut-être ce n'étaient pas des fontaines. Peut-être étaient-ce des démonstrations, des messages en pierre, disant « Nous savons des choses que vous ne pouvez pas comprendre ». Laissez-moi être absolument clair sur quelque chose. Quand je dis que l'histoire a été effacée, je ne parle pas de théorie du complot. Je parle de sélection stratégique du récit. L'archéologie a choisi de se concentrer sur l'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce. La Turquie a été ignorée, mais les artefacts disent autre chose, les structures disent autre chose, les nombres disent autre chose. La Turquie n'a pas été seulement un grand site archéologique, ce fut une superposition de civilisations avancées, chacune laissant des traces qui se connectent à la suivante, chacune construisant sur le savoir de la précédente, chacune laissant derrière elle des symboles, des techniques, des secrets qui ont été méticuleusement préservés pendant des siècles. Il y a une raison pour laquelle les archéologues hésitent à explorer cette possibilité, parce que l'accepter signifie admettre que l'histoire que nous enseignons est fondamentalement incomplète, qu'il y a eu des civilisations avancées qui ont simplement disparu, que cette technologie a été perdue, effacée de la mémoire humaine, et si la technologie peut être perdue une fois, elle peut être perdue à nouveau. Pourquoi ces civilisations avancées ont-elles disparu? Étaient-ce des catastrophes naturelles? Était-ce des conflits? Ou était-ce quelque chose que nous ne comprenons pas encore? La Turquie n'est pas un désert archéologique, elle est géologiquement active. Il y a des tremblements de terre réguliers, il y a des volcans,
Il y a des dépôts volcaniques qui peuvent avoir enseveli des villes entières en quelques jours. Et s'il y avait eu une catastrophe de ce genre, s'il y avait eu un événement qui a éliminé des civilisations avancées et forcé les survivants à recommencer de zéro, alors cette cause, ce mécanisme, pourrait agir à nouveau. Et cette fois, ce serait contre nous. Pendant que les archéologues discutent de ce qui a été trouvé, personne ne demande « qu'est-ce qui manque ?» Parce que ces sites que nous montrons ne sont que ceux qui ont été découverts, trouvés par hasard, trouvés sur des pentes visibles. Mais des études récentes de l'IDAR, une technologie qui cartographie le sous-sol, ont trouvé des centaines de structures inconnues en Turquie. Des structures que personne n'a cataloguées, des structures que personne n'a explorées. Des chercheurs qui ont tenté d'accéder à certaines de ces zones ont été informés que la région était une zone de sécurité archéologique ou un patrimoine culturel fermé au public. Fermé, mais par qui et pourquoi qui? La protection du patrimoine est une chose. Le secret en est une autre. Si nous trouvons encore 3 ou 4 sites avec une sophistication égale à celle de Hattusa ou Sagalassos, avant la période reconnue historiquement comme civilisée, le concept même d'évolution historique s'effondre, et avec lui, toute la structure de la manière dont nous enseignons l'histoire dans les universités. Selon des archéologues dans des conversations privées, c'est pour cela qu'ils n'explorent pas. Parce que savoir changerait tout, et personne n'est prêt pour cela. Voici ce que personne ne dit ouvertement. La Turquie est un palimpseste de connaissances, couche après couche de civilisations qui comprenaient quelque chose que nous ne comprenons plus. Ingénierie avancée, système d'eau impossible, géométrie sacrée, symboles qui communiquent à travers des millénaires. Architecture qui défie toute explication rationnelle. Et nous regardons ces structures comme si elles étaient des musées, alors que peut-être elles étaient des machines, alors que peut-être nous manquions de langage pour comprendre ce qu'elles font. Le portail à Hiérapolis n'est pas seulement une grotte avec des gaz toxiques, il peut avoir été une structure planifiée, intentionnelle, une interface avec quelque chose que les anciens comprenaient et pas nous. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ces gaz toxiques étaient de la raison exacte pour laquelle le temple a été construit là? Et si les prêtres faisaient plus qu'un rituel religieux? Et s'ils maintenaient quelque chose de vivant, en le nourrissant, en communiquant avec lui? La question finale est: pourquoi les personnes qui connaissaient ces secrets sont-elles mortes? Pourquoi le savoir a-t-il été perdu? À un certain moment, entre Göbekli Tepe et le présent, entre Hattusa et aujourd'hui, ceux qui savaient se sont simplement arrêtés. Les constructions ont cessé, les connaissances n'ont pas été transmises, les symboles ont été oubliés. Était-ce un effondrement conscient, un effacement délibéré, ou était-ce de la peur? Ce documentaire ne répond pas à des questions. Il ouvre des portes qui auraient dû rester ouvertes depuis des millénaires. La Turquie n'est pas une curiosité archéologique. C'est une accusation que des connaissances ont été perdues, que des histoires ont été réécrites, que des récits ont été édités. Ces temples, ces structures, ces symboles attendent une redécouverte. Et cette redécouverte va ébranler les fondations de ce que vous croyez savoir. Mais voici le véritable problème. La Turquie continue de cacher. Et cette semaine, des chercheurs ont trouvé 3 autres structures en utilisant le LIDAR qui ne figure dans aucun registre officiel. 3 structures qui n'existent pas officiellement. Avez-vous vu cela dans les médias? Parce que personne n'en a parlé, et il y a une raison à cela. Si vous pensez découvrir quelque chose ici, partagez cette vidéo, parce que plus il y a de gens qui savent, plus il devient difficile de cacher.
qu'est-ce que vous pensez qui a été réellement caché? Commentez ci-dessous, parce que vous n'êtes pas seul dans cette question.